Il est complètement aberrant de penser qu'on peut revenir au statu quo ante dans la bande de Gaza et qu'il faut effectivement trouver des solutions alternatives. Alors le président américain a parlé d'une émigration volontaire. C'est une des possibilités. Une majorité de résidents de la bande de Gaza ne veut pas rester dans cet enfer qui est devenu la bande de Gaza. Et là, il faut faire pression sur les pays arabes parce qu'il est quand même incroyable et inacceptable que les pays arabes, eux, refusent de prendre des Gazaouis dans leur territoire. C'est-à-dire que les pays arabes, typiquement, vous disent « Ah oui, les réfugiés syriens ou bien les Gazaouis, vous pouvez les envoyer en Europe, mais surtout pas chez nous. » Pourquoi est-ce que l'Égypte n'ouvre pas sa frontière? Pourquoi est-ce que la Jordanie, pourquoi est-ce que les pays du Golfe ne peuvent pas accepter des Gazaouis? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on essaye de faire un point sur la situation diplomatique d'Israël qui, on le sait, ce n'est pas une surprise et assez particulièrement complexe, pour ne pas dire défavorable aujourd'hui. Je voudrais vous demander de faire une sorte de zoom out pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là et aussi, dans la mesure du possible, d'offrir les solutions qui pourraient permettre d'atténuer les tensions. D'abord, il faut mettre les choses en perspective. Il y a eu cette initiative d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien et de redorer son blason, de se donner une présence diplomatique. On sait que Macron est en faiblesse politique extrême en France, qu'il a plus que moins de 2 ans au pouvoir, avec un gouvernement qui est sans arrêt menacé par la France insoumise. Et donc, Macron, pour des raisons politiques de survie, essaie d'amadouer la France insoumise et traduit ça en initiative diplomatique sur le Proche-Orient. Il y a eu effectivement une dynamique, il a été suivi, mais il a été suivi par qui? Il a été suivi essentiellement par des gouvernements de gauche. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer en Grande-Bretagne, le gouvernement libéral du Canada, et évidemment, il y a eu également l'Australie, qui est également un gouvernement travailliste. Donc il ne s'agit pas d'un tsunami diplomatique, comme on l'entend souvent dire. Et puis, n'oubliez pas que dans les faits, à l'Assemblée générale des Nations Unies aujourd'hui, vous avez déjà une majorité d'États, 133 si je ne m'abuse, qui reconnaissent ce soi-disant État palestinien inexistant. Donc va s'ajouter à cette liste certains pays occidentaux, mais cela ne va rien changer sur le terrain. Là où les choses sont embêtantes, effectivement, c'est la décision de l'Allemagne la semaine dernière de geler les exportations militaires vers Israël. Là, c'est beaucoup plus grave parce que l'Allemagne, contrairement à la France, est un allié stratégique d'Israël. Donc, il faut effectivement prendre tout cela en compte, mais cela ne doit pas changer la stratégie d'Israël. Si Israël a une stratégie militaire dans la bande de Gaza pour gagner la guerre, elle doit s'y tenir, quelles que soient les pressions diplomatiques. Et sur le plan diplomatique, eh bien, il faut se battre. C'est pour ça qu'on a un ministère des Affaires étrangères pour également mener la lutte sur le plan diplomatique. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour apaiser cette situation? Est-ce que concrètement, on est à la mi-août aujourd'hui, dans un mois, il y aura l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que c'est réversible, cette annonce de Macron et d'autres pays, donc de reconnaître un État palestinien dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies? Je ne pense pas que ce soit réversible, mais je ne pense pas non plus que notre stratégie devrait consister à dire, écoutez, ce n'est pas le moment. Je pense qu'Israël doit sortir de ce modèle qui consiste à dire aux pays européens et autres, ça n'est pas le moment. Parce que tant qu'on dira ça, les pays pourront dire, écoutez, un jour ou l'autre, il faudra le faire. L'argument ne doit pas être, ça n'est pas le moment. L'argument doit être, c'est une mauvaise stratégie. À savoir, sur le fond, c'est évidemment pas l'établissement d'un 22e État arabe qui va mettre fin à la violence au Proche-Orient. Emmanuel Macron se trompe, Keir Starmer se trompe, le Canada et l'Australie se trompent. Il faut leur dire. Il faut qu'Israël dise très clairement aujourd'hui, nous nous opposons à un État palestinien. Et qu'est-ce que nous proposons? Il faut également proposer une alternative. Maximum d'autonomie et minimum de souveraineté et de danger sécuritaire pour Israël. Il faut qu'Israël propose également une alternative
et ne se contente pas de dire ça n'est pas le moment. Non, ce n'est pas que ça n'est pas le moment, ça n'est pas la bonne stratégie. Alors justement, là, en parlant uniquement de la bande de Gaza, quelle serait la bonne stratégie? Parce que on parle toujours, on reproche à Benjamin Netanyahou de ne pas préparer l'après-guerre, mais lorsque, on demande à, on va dire, tous les spécialistes et experts sécuritaires diplomatiques de dessiner, on va dire, à quoi pourrait ressembler la bande de Gaza après-guerre, on ne voit pas véritablement de solution particulièrement alléchante, à part, par exemple, comme le disent les Égyptiens aujourd'hui, de remettre l'autorité palestinienne progressivement, de créer un gouvernement de technocrates palestiniens qui ne représenterait pas le Hamas. Qu'est-ce que l'on peut... Quelle est la solution miracle, on va dire, à l'après-guerre à Gaza? Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut cesser de coopérer avec cette affirmation absurde et fausse selon laquelle la seule solution à ce conflit, c'est la solution de 2 États. C'est faux. Ça n'est pas la solution. Le mouvement national palestinien, dans son essence, est un mouvement de négation du droit d'Israël à exister. L'OLP n'a jamais accepté une solution de 2 États comme une solution finale, mais uniquement comme une étape pour la destruction d'Israël. Et donc, répéter sans arrêt cette solution de 2 États, c'est ça qu'il faut cesser. Maintenant, en ce qui concerne la bande de Gaza, il faut être pratique et pragmatique. La bande de Gaza, aujourd'hui, est inhabitable. Et la reconstruire, si tel est le programme, prendra des années, voire des décennies. Donc, il est complètement aberrant de penser qu'on peut revenir au statu quo ante dans la bande de Gaza et qu'il faut effectivement trouver des solutions alternatives. Alors, le président américain a parlé d'une émigration volontaire. C'est une des possibilités. Une majorité de résidents de la bande de Gaza ne veut pas rester dans cet enfer qui est devenu la bande de Gaza. Et là, il faut faire pression sur les pays arabes, parce qu'il est quand même incroyable et inacceptable que les pays arabes, eux, refusent de prendre des Gazaouis dans leur territoire. C'est-à-dire que les pays arabes, typiquement, vous disent « Ah oui, les réfugiés syriens ou bien les Gazaouis, vous pouvez les envoyer en Europe, mais surtout pas chez nous. » Pourquoi est-ce que l'Égypte n'ouvre pas sa frontière? Pourquoi est-ce que la Jordanie, pourquoi est-ce que les pays du Golfe ne peuvent pas accepter des Gazaouis et ne sont prêts à les envoyer qu'en Europe? Là aussi, il faut faire une pression diplomatique. Il faut qu'Israël initie et dise au monde, mais pourquoi est-ce que l'Égypte garde sa frontière complètement hermétiquement fermée avec la bande de Gaza, alors qu'il n'y a aucune différence ethnique, religieuse, linguistique entre les habitants de Gaza et les habitants de l'Égypte et de la péninsule du Sinaï? Et c'est là qu'il faut absolument parler d'une nécessité d'une émigration volontaire et massive des Gazaouis, en particulier vers la bande du Sinaï, la péninsule du Sinaï et d'autres pays arabes. D'ailleurs, c'est important, vous soulignez l'Égypte et le rôle de l'Égypte. N'est-ce pas justement là, peut-être l'une des causes du problème ou de l'impasse actuelle dans laquelle on se retrouve dans les négociations pour parvenir à la libération des otages, à un cessez-le-feu, c'est qu'en fait les 2 pays médiateurs, ne sont pas de véritables médiateurs, ils sont partie prenante, ils ont chacun leurs intérêts à soit prolonger la guerre, soit maintenir le Hamas, c'est-à-dire l'Égypte pour ses raisons avec l'axe Philadelphie, le Qatar avec sa volonté, on va dire, de maintenir le Hamas au pouvoir. Est-ce que les dés ne sont pas pipés à ce niveau-là? Bien entendu, ce ne sont pas des médiateurs. Ce sont des partis avec des intérêts dans cette négociation. Le Qatar est le pourvoyeur de fonds du Hamas, des frères musulmans, de la propagande de Al Jazeera. C'est le Qatar qui a bâti véritablement le Hamas dans la bande de Gaza. Quant à l'Égypte de Al-Sisi, il veut que ce soit Israël qui fasse le sale boulot, c'est-à-dire que Al-Sisi, vraiment dans son hypocrisie, je me permets de dire, nous accuse de génocide, mais lui veut qu'on en finisse avec le Hamas. Il ne sera pas prêt à se réengager dans la bande de Gaza sans une élimination totale du Hamas. Et croyez-moi que si c'était l'Égypte qui était en guerre avec le Hamas, il ne prendrait pas les précautions que nous prenons, que Israël prend, et il ne fournirait pas l'aide humanitaire que nous fournissons. Donc, évidemment que l'Égypte et le Qatar ne sont pas des médiateurs objectifs. Mais au bout du compte, on aura besoin du partenariat de l'Égypte dans la gestion future de la bande de Gaza. Et il faut bien comprendre que l'Égypte n'acceptera pas d'être impliquée d'une manière ou d'une autre dans la bande de Gaza sans l'élimination préalable du Hamas. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre.
Un point, une information qui est presque anodine, mais qui peut avoir des répercussions diplomatiques importantes. Vous l'avez certainement remarqué. Ron Dermer, qui est, on va dire, l'éminence grise de Binyamin Netanyahou, a annoncé son intention de quitter la vie politique. Et il pourrait être remplacé au moins par Gideon Sa'ar. Alors vous connaissez bien Gideon Sa'ar, qui est le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Est-ce que effectivement le départ de Ron Dermer, qui on va dire a joué un rôle important, on va dire, dans les relations entre l'administration Trump et le gouvernement israélien ces derniers mois, est-ce que effectivement c'est un coup dur, on va dire, sur le plan diplomatique pour Binyamin Netanyahou? Écoutez, je ne connais pas cette information, mais en tout cas, je doute personnellement que Ron Dermer quitte la scène avant la fin de la guerre. Je pense qu'il a lui-même joué, il continue de jouer un rôle primordial et très important dans cette guerre, en particulier dans ses relations avec les États-Unis. Et je doute beaucoup qu'il quittera la scène avant la fin de la guerre. Et la guerre, comme on le sait, n'est pas encore finie. Et son remplacement éventuellement par Gideon Sa'ar? Gideon Sa'ar est aujourd'hui, comme on sait, ministre des Affaires étrangères, mais c'est Ron Dermer qui gère, on va dire, la relation quotidienne essentiellement avec les États-Unis. Donc j'imagine qu'en cas de départ, encore une fois, information que je ne connais pas, de Ron Dermer, j'imagine que Gideon Sa'ar étendra son activité également à la relation aux États-Unis. Mais encore une fois, il s'agit pour l'instant de spéculation et je ne connais pas moi-même cette information. Un dernier point, une dernière question, elle se rapporte à la guerre des images dans laquelle Israël a quelques difficultés, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous pensez justement que sur le plan diplomatique, il y a une possibilité de renverser la vapeur, de faire comprendre, on voit quelques indices, on va dire, d'une tentative de contre-attaque de la part du gouvernement israélien, de la part de ce que l'on appelle la Hasbara, la communication israélienne. Vous pensez que c'est possible de retourner l'opinion publique en faveur d'Israël, ou au moins faire en sorte qu'elle soit plus neutre après la campagne assez réussie malheureusement de la famine à Gaza du Hamas? Alors, il faut bien comprendre que la guerre des images, la guerre médiatique entre nous et nos ennemis est une guerre asymétrique. Pourquoi? Parce que nos ennemis mentent par défaut. C'est-à-dire que le Hamas, l'OLP, mène des campagnes mensongères. Donc, par définition et a priori, on a déjà un désavantage. Et ça signifie que quelle doit être notre stratégie? Au lieu de répondre aux mensonges en disant « Ah non, nous ne commettons pas de génocide. Ah non, nous n'essayons pas d'affamer la population. » Il faut passer à l'offensive. C'est à nous de parler de l'apartheid dans les pays arabes. C'est à nous de parler de génocide d'un régime arabe du Soudan dans le Darfour. C'est à nous de passer à l'offensive. Et je pense que, au lieu de se plaindre sans arrêt, il faut passer à l'offensive. Il y a déjà, je pense, des initiatives dans cette direction. Je pense que l'initiative de Gideon Sa'ar la semaine dernière de saisir le Conseil de sécurité et de venir parler des otages au Conseil de sécurité, c'est le genre d'initiative qu'il faut multiplier. Encore une fois, il y a une majorité silencieuse dans les pays occidentaux qui ne se reconnaît pas dans les positions extrêmes des musulmans et de l'extrême gauche et qui sont favorables à Israël. Donc nous avons une majorité silencieuse qui nous est favorable, mais il faut être beaucoup plus agressif et beaucoup plus proactif et passer de la défense à l'offense. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ces différents aspects diplomatiques, on va dire entre autres de la situation dans laquelle on évolue actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, merci, à bientôt Emmanuel.